Vivant dans le sud de l'Alabama, la neige tombait rarement. J'ai passé la plus grande partie de ma vie à souhaiter un Noël blanc qui n'est jamais venu. Je n'ai vu la neige que 2 fois en 33 ans de vie ici. J'ai toujours voulu partager cela avec mes 2 garçons. Je savais juste qu'ils adoraient y jouer. Maintenant, je me retrouve à regarder par la fenêtre les monticules de cette précipitation glacée qui entoure ma maison, regrettant chaque souhait que j'avais formulé pour un Noël enneigé. Quand j'y repense, ça a vraiment commencé en été. Nos étés étaient toujours chauds et extrêmement humides. Mais cette année-là, c'était encore plus insupportable. Nous avons constamment vu des températures dépassant largement les 40 degrés, et tous ceux que je connaissais ont supplié pour voir les températures baisser. La chaleur a duré jusqu'à la semaine précédant Halloween. Puis soudain, un ouragan massif s'est abattu sur le golfe du Mexique. Le présentateur météo de nos informations locales l'a souvent qualifié de monstre. Mais avec du recul, je dirais qu'il s'agit plutôt d'un démon. Un démon qui a porté l'enfer avec lui, mais un démon bien différent de celui dont j'avais entendu parler dans la Bible. La tempête est passée, laissant des ravages sur des kilomètres à la ronde. Elle a touché tous les États du Sud-Est, mais surtout la Floride. Diverses entreprises du service public, des organismes d'aide gouvernementaux et même des citoyens ordinaires ont porté secours aux sinistrés. Et quand je dis divers, je veux dire que tous les États de notre région ont participé. C'était incroyable de voir les efforts déployés pour aider ces gens qui avaient tout perdu. Je suis sûr que beaucoup d'entre nous avons pensé que c'était le pire qui pouvait arriver. J'aurais aimé que ce soit vrai, mais c'est alors que la pluie a commencé. En novembre, nous avons ressenti les premières gouttes de pluie tomber dans notre petite ville. C'était un événement étrange, mais pas assez pour faire sourciller. Le problème s'est posé lorsque les jours se sont transformés en semaines et que les zones basses ont été inondées. Les maisons des villes voisines ont été emportées en quelques heures après la rupture des digues. Ma femme Suzanne a constamment remercié Dieu que notre maison soit nichée sur de hautes élévations parmi les arbres. Je me suis retrouvé à penser la même chose. Mais Dieu n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Aucun Dieu auquel je puisse croire de quelque manière que ce soit. La semaine de Thanksgiving, la pluie s'est enfin calmée et tout le monde s'en est réjoui. Le problème, pour ceux qui restaient, c'était le froid. Ce n'était pas étrange en soi, mais la gravité de la situation l'était. Nous avons vu des températures proches du point de congélation pendant la semaine suivante, et c'est quelque chose que nous avions rarement vu avant la fin janvier ou début février. Mon fils aîné Jacob a commencé à chanter cette stupide chanson de Bing Crosby. Ma femme rayonnait à l'idée qu'il voyait de la neige le jour de Noël. Et l'enfant stupide en moi ressentait la même chose. Ma femme Suzanne m'a dit « Les garçons vont enfin pouvoir profiter de la neige, Paul ». Je lui ai répondu « Je sais et j'ai hâte de voir Tommy se jeter dedans ». Ces mots résonnent encore dans ma tête. Je dois retenir mes larmes. Et quand je pense à la stupidité dont j'ai fait preuve, nous étions tellement préoccupés par la décoration et les achats de cadeaux que nous ne savions pas ce qui se passait autour de nous. La neige a en fait commencé à tomber la première semaine de décembre, et la couche a augmenté de plusieurs centimètres dès le premier jour. C'était incroyable au début. Mais quand la neige a continué à tomber, certains se sont inquiétés. Si vous n'avez jamais été dans le sud, quand il neige, vous ne comprendrez probablement pas. Vous voyez, nous ne sommes pas préparés à ce genre de temps. Tout s'arrête, les gens restent chez eux et ne sortent rarement en voiture. Je sais que cela peut paraître ridicule pour certains, mais c'est ce qui arrive ici. Cela n'a pas cessé. Au début, ma femme et moi avions laissé les garçons jouer dans la poudreuse fraîche, mais quand elle est devenue si haute que je pouvais à peine y marcher librement, nous avons décidé qu'il valait mieux les garder à l'intérieur. Les quincailleries avaient commencé à faire venir des pelles à neige pour aider les gens à dégager les chemins. C'est le genre d'objet que l'on trouve rarement dans notre petite ville. J'ai acheté l'une des dernières sur les étagères, alors que les gens se démenaient pour gérer l'envahisseur glacial. La situation semblait se détériorer, car de petites rafales de neige approchaient dans un blizzard. Ma femme est restée collée aux nouvelles à la météo, et il semblait que les États du Nord avaient presque été ensevelis sous la poudreuse glacée. Le président ait en fait décrété l'état d'urgence, exhortant les habitants de la partie nord à évacuer vers le sud.
C'est alors que j'ai commencé à m'inquiéter. On avait dit à tous ces gens de venir dans le sud, mais notre situation n'était guère meilleure. Le présentateur météo a cessé d'essayer d'être précis, car ses prédictions d'amélioration ne sont jamais arrivées. Les températures ont continué à baisser, et il n'a pas fallu longtemps pour les voir passer en dessous de 0. C'était du jamais vu dans mon état, et il faisait si froid que les gens commençaient à avoir peur. Les installations sanitaires ont commencé à éclater à cause des tuyaux gelés, et les gens se sont retrouvés sans eau. Notre monde est devenu un congélateur en quelques semaines, et aucun d'entre nous n'était préparé à cela. Ma famille s'est retrouvée à porter nos vêtements les plus épais, même à l'intérieur. J'avais l'impression que peu importe la hauteur du thermostat, ce n'était jamais suffisant. Nous aurions dû partir à ce moment-là. À Noël, nous n'avions plus d'électricité et les compagnies de services publics avaient arrêté d'essayer de traverser les conditions difficiles pour réparer les lignes en panne. Les autorités locales avaient abandonné les protocoles d'urgence pour se sauver. Et nous avions commencé à entendre des rumeurs sur nos voisins qui tentaient de se rendre plus au sud, en Floride. Suzanne a suggéré la même chose, mais je lui ai rappelé que les destructions que l'ouragan avait laissées, j'avais peur que nous soyons encore plus mal lotis et sans abri. J'avais donc pris la décision de me réfugier dans notre maison. J'ai débarrassé la cheminée, qui n'avait servi jusque-là que pour la décoration, et je me suis attelé à la tâche pour allumer un feu. Si la situation n'était pas si grave, ma femme aurait trouvé du plaisir à ce que je tente quelque chose comme ça. Je n'avais jamais vu quelqu'un utiliser une cheminée, et encore moins en allumer une. Après plusieurs tentatives, nous avons réussi à brûler le bois qui était disponible près de chez nous. Ma famille et moi, nous y sommes blottis, comme si cela allait nous sauver du sort qui nous attendait dehors. La blancheur avait englouti notre maison. Les monticules s'étaient élevés au-dessus des fenêtres, en cassant certaines d'entre elles. J'ai été obligé de les renforcer, pour empêcher le froid de pénétrer. Nous avons scellé toutes les fissures ou crevasses qui pouvaient laisser échapper la chaleur, et nous avons essayé de rester ensemble. Ma femme a enveloppé nos enfants dans des couvertures et les a rapprochés. Les garçons ne comprenaient pas, et nous avions peur de leur dire à quel point la situation était grave. La peur qui reposait sur le visage de ma femme était suffisante pour m'empêcher de gâcher ce qui pouvait être Noël, voire le dernier de nos Noëls. Nous avons quand même essayé de faire un grand dîner, malgré notre capacité à cuisiner efficacement. J'ai aussi appris à cuisiner dans une cheminée pour la première fois. Cela aurait été une expérience intéressante si cela n'avait pas été essentiel pour notre survie à l'époque. Nous avons abandonné l'idée de la dinde ou du jambon, mais nous avions un gros stock de conserves. C'était une habitude que j'avais prise chez mes grands-parents. Je me suis souvent demandé comment ils se débrouilleraient pendant tout cela. Mais je devais m'occuper de ma famille proche. Notre monde a été plongé dans une mer de blanc, sans fin. J'ai même fait des cauchemars de ce qui se passait la veille de Noël. Mes enfants me réveillent normalement tôt le matin de Noël. Mais quand mes yeux se sont ouverts, j'ai supposé qu'il faisait encore nuit. La maison était si sombre que je pouvais à peine voir ma femme à côté de moi. Je me suis lentement levé de mon lit, encore tout habillé, et j'ai réveillé Suzanne d'un coup de coude. La maison était devenue beaucoup plus froide que ce qu'elle n'aurait dû être, et je me suis immédiatement dirigé vers la cheminée. Le feu s'était éteint. Alors j'ai couru vers la porte arrière, en tirant sur mes bottes. Mon but était de ramasser plus de bois pour relancer le feu. Mais dès que la porte s'est ouverte, j'ai été recouvert d'un mélange de neige et de glace. Cela m'a piqué le visage, et j'ai maudit la porte en essayant de la refermer. Notre maison avait été ensevelie sous la poudreuse vicieuse, et j'ai finalement compris pourquoi aucune lumière ne pénétrait par les fenêtres. Ma montre affichait 9 heures, mais j'avais l'impression qu'il était beaucoup plus tôt. Suzanne est entrée dans le salon, me demandant ce que je faisais. Je lui ai dit l'heure qu'il était, et la confusion a rempli ses yeux. Elle est allée à la fenêtre, et a été accueillie par ce que je savais déjà. Je ne me souviens pas l'avoir déjà vue aussi effrayée, et ce sentiment était réciproque. Mais j'ai enterré mes émotions, sachant que je devais être fort pour ma famille. Je lui ai dit d'aller voir les enfants, pendant que j'essayais de rallumer le feu. Elle a disparu au bout du couloir, et je me suis rendu dans la salle à manger. La table et les chaises qui m'avaient été transmises par ma famille depuis des générations.
mais je savais qu'il faudrait les sacrifier. J'ai commencé par démonter les chaises en bois, mais j'ai été arrêté par le cri de ma femme. Je me suis précipité dans le hall pour écouter l'horrible écho sonore dans mes oreilles. Je sentais les larmes se former dans mes yeux, mais je les ai repoussées en tournant dans le couloir. Elles s'agrippaient au cadre de la porte de la chambre de nos enfants. Nous les avions rassemblées pour que Jacob puisse garder un œil sur son petit frère Tommy. Je pouvais voir son corps trembler lorsqu'elle regardait fixement dans la chambre. Des larmes ont roulé sur ses joues quand je me suis retourné pour voir à l'intérieur. La fenêtre de leur chambre avait cédé sous le poids de notre ravisseur, malgré ma tentative de la renforcer. La neige avait enterré les garçons dans la nuit, et c'est alors que j'ai remarqué les flocons blancs sur les mains de ma femme. Suzanne avait tenté de les découvrir, et je pouvais voir la peau bleu pâle sur leur visage, blottis l'un contre l'autre dans le lit de Jacob. La scène aurait été douce si leur teint n'avait pas été bleu, et que Suzanne aurait photographié si cela n'était pas le cas. J'ai éloigné Suzanne, tout en essayant de retenir la sensation de malaise dans mon estomac. J'avais l'impression de pouvoir libérer à tout moment le peu de repas de Noël que j'avais en moi. Bientôt, ses sanglots se sont calmés, mais quand je l'ai regardée dans les yeux, elle avait l'air tout simplement engourdie. Je ne l'avais jamais vue de cette façon, et j'ai essayé de la faire sortir de cette transe dans laquelle elle semblait être. Mais elle n'a rien dit. Ses yeux ne voulaient même pas se tourner dans ma direction lorsque je parlais. Quelque chose s'est brisé en Suzanne ce matin-là, et je ne la blâme pas. Je l'ai assise près de la cheminée, et je l'ai enveloppée dans une couverture pendant que je retournais dans la salle à manger. Le bois poli ne voulait pas brûler, mais j'étais déterminé à nous donner de la chaleur. Je n'ai donc pas arrêté avant que nous ayons du feu. Je me suis fait un devoir de demander à Suzanne de rester près du feu, pendant que je retournerais dans la chambre des garçons. Je ne pouvais pas les laisser comme ça. Mais quand j'ai atteint la porte, je me suis retrouvé à faire une pause, juste à l'extérieur. J'ai senti les taches chaudes et salées sur mes joues, avant même de les voir. Je suis entré lentement, et j'ai glissé des gants sur mes mains. J'ai fini de déblayer la neige, et j'ai remarqué pourquoi elle n'était pas simplement venue dans notre chambre. Le bois que j'avais utilisé pour sceller la fenêtre avait frappé mon aîné en premier. Il avait laissé une entaille près de sa tempe, ce qui aurait assommé un homme adulte. Je ne pouvais qu'imaginer que son corps de 10 ans n'avait pas pu endurer une telle douleur. Tommy s'était manifestement réveillé après. Sa petite forme s'accrocha à son grand frère, comme un ours en peluche. Je me suis maudit intérieurement pour ne pas les avoir mis au lit, près de nous. Mais je savais qu'il était trop tard pour ce genre de réflexion. J'ai retiré leur corps et les ai enveloppés dans une couverture en les plaçant dans la chambre d'amis. J'ai jeté un dernier coup d'œil dans leur chambre, un endroit qui avait accueilli tant de joie auparavant. Je les ai imaginés en train de jouer et parfois se chamailler. Mes lèvres essayaient de se recourber vers le haut, mais elles ne le pouvaient pas. Mes yeux s'abaissaient vers le sol, alors que je me détournais et que je refermais la porte. Je ne suis pas revenu dans cette pièce depuis, et je doute que ce soit le cas. Je suis juste retourné dans le salon, dans l'espoir de réconforter Suzanne. Mais quand je suis arrivé, il ne restait plus que la couverture près du feu. Une rapide fouille de la maison a révélé que la porte arrière avait été ouverte et qu'un tunnel s'était formé dans le mur glacé de l'autre côté, laissant le sol à l'intérieur couvert de neige. J'ai essayé de suivre les traces de Suzanne, mais elles ont fini par disparaître derrière un solide mur de cette maudite blancheur. Je ne pouvais que l'imaginer, en train de creuser frénétiquement à travers ce mur, et le bruit qui se trouvait au-dessus qui tombait sur elle. J'ai essayé de creuser moi-même à la recherche de son corps, mais la couche qui restait était déjà gelée. C'était comme si je mettais mes mains dans du ciment. Je savais que Suzanne n'aurait pas pu y survivre. Même si mon esprit ne voulait pas y croire à ce moment-là, je me suis quand même retrouvé à m'en prendre à elle avec des outils, mais il n'y avait plus rien à faire. Je ne sais pas combien de temps j'ai pleuré en travaillant à cette tâche inutile, mais je sais qu'elle a commencé à me geler les joues. Je n'ai pas arrêté jusqu'à ce que mes bras ne puissent plus soulever un outil, et c'est alors que je me suis assis dans la neige et que je regardais ce que mon monde était devenu. J'ai perdu le fil du temps que j'ai passé assis là, jusqu'au moment où j'ai décidé de revenir à la cheminée.
Je me rappelle quand j'ai commencé à brûler les cadeaux et combien ce choix avait été difficile. J'ai ouvert chacun d'eux lentement et j'ai savouré l'idée que les enfants jouaient avec pour la première fois. Je pouvais même voir Suzanne se tenir au-dessus d'eux avec son appareil photo. Elle affichait son plus grand sourire et capturait chaque instant pour sauver chaque souvenir. Elle adorait prendre des photos, mais ce que je devais faire n'avait pas besoin d'être capturé sur quelconque pellicule. J'ai commencé à ressentir l'engourdissement cette nuit-là, le même engourdissement qui avait submergé Suzanne plus tôt dans la journée. Il faisait aussi froid que la neige qui m'entourait, et tout ce que je pouvais penser, c'est que c'était de ma faute. J'aurais dû m'enfuir avec ma famille quand j'avais la possibilité. Je ne sais pas si c'était par fierté, par ignorance ou les deux, mais la culpabilité était trop grande. Elle m'a consumé et m'a enlevé tout ce que mes vacances étaient censées me donner. J'ai commencé à écrire ceci dans l'espoir que quelqu'un le lise. Je ne sais pas ce qui est arrivé au reste du monde, seulement ce qui est arrivé à ma famille. Je ne sais pas combien de temps je peux encore survivre ici. Je n'ai plus de nourriture et je n'ai plus rien à brûler. Je ne peux même pas dire avec certitude depuis combien de temps je suis ici. Ma montre a cessé de tourner et je ne vois même pas le soleil. Je pense que je vais essayer de sortir demain. Et si vous trouvez ceci, sachez que je n'ai simplement pas abandonné. J'aurais simplement souhaité le faire plus tôt. Je suis vraiment désolé, Suzanne, Jacob et Tommy. Vous méritez mieux que cela. J'espère que vous pourrez me pardonner, sincèrement.